Bakri Academy. Alors, on continue donc l'étude du réflexe à point de départ cutané. On a déjà donc eu une idée sur le circuit nerveux de ce type de réflexe. Et on a vu donc quelques informations à propos des supports anatomiques de ce réflexe. Cependant, d'autres questions restent encore donc à poser, qui restent sans réponse. Alors, on a déjà posé plusieurs questions, dont la première, qu'est-ce qu'un message nerveux? Et donc, on va essayer dans cette vidéo de comprendre qu'est-ce qu'un message nerveux et comment se forme, quelles sont les conditions de naissance d'un message nerveux à l'origine de la contraction du muscle et donc de la réalisation de ce type de réflexe. L'activité nerveuse d'une fibre est liée à ce qu'on appelle des phénomènes bioélectriques, autrement dit, des phénomènes électriques ayant lieu au niveau des cellules vivantes. Alors, c'est ainsi qu'une fibre nerveuse au repos, c'est-à-dire en absence de toute stimulation, que ce soit externe ou interne, présente ce qu'on appelle une polarisation membranaire. D'ailleurs, toutes les cellules de l'organisme, y compris bien sûr les cellules nerveuses, possèdent ce qu'on appelle une polarisation membranaire. Alors, afin de comprendre qu'est-ce qu'un message nerveux, on a mesuré, on a donc créé des dispositifs qui ont permis de mesurer ces phénomènes bioélectriques au niveau de la cellule nerveuse. Alors, le document que vous voyez, donc, c'est celui que vous l'avez d'ailleurs sur votre manuel. C'est ce qu'on appelle un système d'enregistrement. Ce système permet donc d'enregistrer les variations de potentiel au niveau d'une fibre nerveuse, que ce soit au repos ou suite à une stimulation. Alors, pour simplifier les choses, et d'ailleurs ce que vous allez voir dans les devoirs en principe ou les applications, on va voir ce schéma qui simplifie donc ce dispositif expérimental. Alors, en effet, pour étudier la naissance de messages nerveux au niveau donc d'une fibre nerveuse, on utilise donc, j'ai dit, ce dispositif expérimental qui consiste tout d'abord à une cuve que vous voyez. Alors, cette cuve, elle est remplie d'eau de mer où on a placé la fibre nerveuse. Alors, la fibre nerveuse, on utilise en fait l'axone de Kalmar parce que l'axone de Kalmar, en fait, il est géant. Il a un diamètre de 0,5 à 1 mm. Ceci facilite donc la réalisation des expériences, c'est-à-dire facilite ou permet de placer, qu'on veille là, les électrodes, d'accord, au niveau de la fibre nerveuse, et donc, bien sûr, ça facilite l'étude de ces phénomènes bioélectriques au niveau de la fibre nerveuse. Ce dispositif comporte aussi des électrodes stimulatrices qui permettent donc d'exercer ou d'appliquer des stimulations électriques de différentes intensités. On va voir ça prochainement, Inch'Allah. Mais aussi des électrodes réceptrices qu'on peut appeler E1, O2, ou vous pouvez trouver aussi de R1, R2. Alors, ces électrodes, il y en a une microélectrode donc qui doit se trouver donc normalement à l'intérieur de la fibre nerveuse et une autre qui se trouve à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une électrode de référence. Alors, ce dispositif permet donc de mesurer, d'enregistrer ce qu'on appelle les phénomènes bioélectriques. On va voir comment ça se passe. Alors, on va donc s'appuyer sur cette belle animation qui représente de manière très simplifiée d'ailleurs le dispositif permettant d'enregistrer ce qu'on appelle les phénomènes bioélectriques au niveau donc de la fibre nerveuse et donc le potentiel membranaire de la fibre nerveuse. Alors, je commence par vous présenter ce dispositif. Donc, là, nous avons ici
la fibre nerveuse dont on a déjà parlé, donc c'est l'axone géant de Kalmar. Nous avons ici les électrodes d'enregistrement. Alors, nous avons là l'électrode, ce qu'on appelle de réception. C'est celui qu'on va mettre en contact direct avec la fibre nerveuse. Alors que l'autre, c'est ce qu'on appelle l'électrode de référence qui doit rester donc à la surface de la fibre nerveuse ou placée donc loin de l'axone dans le demeure de la cuve par exemple. Alors, vous avez donc tout d'abord là l'électrode, elle est constituée en fait comme vous voyez, l'électrode de réception qui se trouve en contact direct avec la fibre nerveuse. Alors, cette électrode, en fait, il s'agit d'une convoyée micropipette. Convoyée, ça c'est une micropipette qui contient un liquide conducteur qui devrait être une solution de chlorure de sodium, NaCl ou de chlorure de potassium, KCl. Et on voit ici un fil métallique trempé dans ce liquide. Ce fil relie la micropipette à l'appareil d'enregistrement. Alors, l'appareil d'enregistrement, bien sûr, doit comprendre un amplificateur et aussi, bien sûr, un oscilloscope sur lequel on va voir donc le résultat obtenu. Alors, donc, on va voir donc ce qu'on va obtenir. Tout d'abord, bien sûr, avant de mesurer, il voit bien que là, la différence de potentiel qui est égale normalement au potentiel intracellulaire, la différence plutôt entre le potentiel intracellulaire et le potentiel extracellulaire. Alors là, on voit bien que la valeur est égale à 0. D'ailleurs, voilà. Alors, 0 millivolts, ceci montre bien que l'extérieur de la cellule nerveuse est ce qu'on appelle isopotentiel, c'est-à-dire elle présente le même potentiel en tout point donc du milieu extracellulaire. Alors maintenant, en enfonçant l'électrode réceptrice, voilà, dans la fibre nerveuse, on voit bien que la valeur de potentiel passe immédiatement de 0 à combien? À moins 70 millivolts. Alors, cette valeur, en fait, correspond à ce qu'on appelle le potentiel de repos, c'est-à-dire le potentiel membranaire de la fibre nerveuse en absence de toute stimulation. Donc, la fibre nerveuse au repos présente une polarisation qu'on appelle d'ailleurs potentiel de repos ou potentiel de membrane au repos est égale à moins 70 millivolts. Alors, cette valeur négative nous informe sur l'état de polarisation de la membrane cellulaire au repos. En effet, au niveau de la fibre nerveuse, au repos, la membrane est chargée positivement à l'extérieur et donc à la surface et négativement à l'intérieur. Cette polarisation de la membrane s'observe en fait dans toutes les cellules vivantes, mais disparaît à la mort de la cellule. Alors, on va chercher maintenant l'origine ionique de ce potentiel de repos. La membrane de la fibre nerveuse sépare deux compartiments liquidiens, ce qu'on appelle le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire. Alors, pour chercher l'origine ionique du potentiel de repos, on a déterminé la concentration en ions de ces deux compartiments et voilà ce qu'on a trouvé. Alors, on a donc mesuré la concentration de certains ions, Na+, K+, et L-, avec aussi d'autres gros ions qu'on a appelés donc grand A-, A, et donc à partir de ces concentrations, on va essayer donc de comprendre l'origine possible du potentiel de repos. Alors, faisons ensemble une petite analyse. Alors, en comparant les deux liquides, si on commence par les ions Na+, on voit bien que la concentration de ces ions est très importante au niveau du liquide extracellulaire,
alors qu'elle est très faible au niveau du liquide intracellulaire, ce qui est le cas d'ailleurs aussi des ions Cl-. Cependant, pour les ions K+, c'est l'inverse. En fait, la concentration des ions K+, à l'extérieur, elle est très faible, alors qu'elle est très importante, très élevée dans le liquide intracellulaire. Ceci s'applique aussi aux anions A-. Donc, comme vous pouvez le constater, il existe ce qu'on appelle une répartition inégale de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse, c'est-à-dire que les ions n'ont pas la même concentration de part et d'autre de la membrane. Ceci nous laisse penser à ce qu'on appelle une perméabilité sélective de la membrane vis-à-vis ces ions. Une perméabilité sélective, c'est-à-dire qu'elle se laisse passer par des ions alors qu'elle empêche le passage d'autres ions. On peut même préciser que la membrane au repos est beaucoup plus perméable au K+, qu'au Na+, puisque vous voyez bien que la concentration de K+ intracellulaire est beaucoup plus importante que celle de Na+. Pour comprendre le comportement de la membrane vis-à-vis des ions Na+, et K+, plusieurs recherches ont été faites dans ce sens. On va voir ensemble ce que ces recherches ont apporté pour expliquer cette perméabilité sélective. On a trouvé qu'au niveau de la membrane cellulaire, il existe des canaux, ce qu'on appelle aussi des protéines membranaires, qu'on voyait. Ces canaux sont toujours ouverts, on les appelle des canaux de fuite. Il existe deux types de canaux, ce qu'on appelle le canal sodique ou le canal de fuite Na+, et le canal potassium, ou si vous voulez, le canal de fuite à potassium. Ces canaux sont traversés par les ions Na+, et K+, selon leur gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et donc, pour les ions Na+, comme vous pouvez le constater, ils passent du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, le moins concentré pour ces ions. Le canal spécifique à K+, laisse passer les ions K+, du milieu le plus concentré, donc intracellulaire, vers le milieu le moins concentré, donc extracellulaire, toujours selon leur gradient de concentration par diffusion. Et donc, il s'agit bien d'un transport passif. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, on peut dire qu'au niveau de la membrane de la fibre nerveuse, il existe ce qu'on appelle des canaux de fuite. Et d'ailleurs, comme l'indique le nom, les mouvements des ions au niveau de ces canaux sont tellement faibles qu'on peut même parler donc d'une imperméabilité de la fibre, de la membrane de la fibre nerveuse au repos. Donc c'est pourquoi on les appelle des canaux de fuite, parce que les mouvements sont très faibles. Les mouvements des ions, Na+, et K+, sont très faibles à travers ces canaux. Cependant, on peut dire que ces ions, au niveau de ces canaux, passent selon le gradient de concentration, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré, d'une manière passive. Donc pour les ions Na+, on aura un flux net. Alors, je parle d'un flux net, c'est parce que tout simplement, en réalité, ces canaux, comme on le vient de le dire, permettent les mouvements des ions dans les deux sens, mais le mouvement des ions Na+, est plus important du milieu plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et puis, pour les canaux de fuite K+, on aura un flux net de K+, du milieu intracellulaire le plus concentré vers le milieu extracellulaire moins concentré pour ces ions. Ce type de transport ne nécessite pas de l'énergie
il s'agit d'un transport passif. Mais si on tient compte seulement de ces canaux pour expliquer le potentiel de repos, on aura normalement, après un certain temps, une égalité de concentration de part et d'autre de la membrane. Et par conséquent, on n'y aura plus de polarisation. Donc, lorsqu'on a parlé donc d'une certaine polarisation, c'est parce qu'il y en a un pôle positif et un autre négatif. Mais s'il y a eu une égalité de concentration, donc il n'y aura plus de polarisation et le potentiel sera de valeur 0 millivolts. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Et donc, il y aura certainement une autre structure qui est responsable de l'inégalité de concentration des ions Na+ et K+, de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse. En effet, on a montré qu'au niveau de la membrane de la fibre nerveuse, il existe, en plus des canaux de fuite dont on a déjà parlé, un troisième type de protéine. Il s'agit de ce qu'on appelle la pompe Na+, K+. Cette pompe assure le transport des ions Na+, K+, cette fois-ci, contre le gradient de concentration. Ce type de transport nécessite de l'énergie provenant de l'hydrolyse de l'ATP. Alors, on va voir maintenant le fonctionnement de cette pompe Na+, K+. Alors, comme vous pouvez le constater, cette pompe utilise de l'ATP. L'énergie obtenue suite à l'hydrolyse de l'ATP permet le transport de 3 ions Na+ vers l'extérieur et de 2 ions K+ vers l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, ce transport se fait contre le gradient de concentration et c'est pourquoi d'ailleurs ça nécessite de l'énergie. Donc, le maintien de l'inégalité de concentration des ions Na+ et K+ est dû à l'action de la pompe Na+, K+. Alors, cette dernière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capture les ions Na+ de l'intérieur pour les expulser à l'extérieur. Et de même, en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les ions K+ de l'extérieur et les ramène à l'intérieur. Ce transport, comme vous pouvez le constater, se fait contre le gradient de concentration et ça nécessite de l'énergie. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle un transport actif, contrairement au transport passif qui se fait sans dépense énergétique. Et pour la cellule, la source immédiate d'énergie, c'est bien sûr l'ATP. C'est pourquoi cette pompe joue aussi le rôle d'une enzyme ATPase, c'est-à-dire une enzyme qui catalyse la dégradation de l'ATP en ADP et P pour libérer de l'énergie. Et c'est cette énergie qui va être utilisée par la pompe pour assurer ce transport actif.